maintenant, on va passer à la deuxième table ronde. Ça va être très intéressant. Je vais appeler Jean-Louis Ninganga, c'est le représentant de l'ANACC, donc c'est l'Alliance des chefs coutumiers. Je vais appeler Brenda Odimba, Marie-Laurence Ebel-Tobek, la deuxième table ronde. Voilà. Alors, il y a Brenda qui manque ici. Tu ne veux pas venir t'asseoir? Parce que comme il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en ligne, donc je suis obligée d'approvisionner aussi. Donc je vais commencer par Marie-Laurence Herbert. Alors je voudrais que vous vous présentiez, que vous dites au public qui vous êtes et quelle est votre contribution dans, on va dire, dans cette thématique. Voilà. Merci pour l'invitation. Donc mon nom est Marie-Laurence Hébert-Dolbec. Je suis docteur en droit international de l'ULB. Mais comme vous pouvez peut-être entendre le fond de mon accent, voilà, je suis québécoise d'origine. J'ai travaillé donc pendant ma thèse sur les victimes dans la justice internationale pénale. Mais outre mes activités d'enseignement à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université catholique de Lille, je travaille dans un cabinet d'avocats bruxellois qui s'appelle Hughes Coggins, où on a un intérêt particulier pour les crimes coloniaux. On est entre autres les avocats de la famille Lumumba, les avocats des enfants métis qui ont gagné devant la cour d'appel ici à Bruxelles il y a 1 an et demi, et pour d'autres dossiers de crimes coloniaux. Donc voilà, je suis là dans cette fonction-là aujourd'hui. D'accord, donc je vais demander de faire la même chose à Brenda, de se présenter elle-même et de dire qui elle est et quelle est sa contribution. Bonjour, merci beaucoup Maman Letty pour la parole. Alors, donc, je m'appelle Brenda Odimba, fille de Mavé Odimba. Donc ensemble, nous sommes les cofondatrices d'une ASBL qui s'appelle Moissi. Moissi, ça veut dire femme en lingala. Et donc, la mission première de Moissi, c'est de protéger la femme congolaise. Et quand on protège les femmes, c'est tout un peuple qu'on protège. Et donc, c'est dans le cadre de cette mission, de cette vision de l'autonomie, de la protection, aussi bien de la protection de l'intégrité, de la souveraineté et de l'intégrité physique que nous avons collaboré avec Maman Letty, avec l'ASBL Afrique Hope, pour organiser aujourd'hui cette journée d'études et de réflexion. Voilà. Je vais demander la même chose à Jean-Louis. Qu'est-ce que c'est la NTC? Je m'appelle Nikanda Kamole Jean-Louis, représentant de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. ANATC en sigle. L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo est la plus grande organisation qui réunit les chefs traditionnels de 26 provinces de la RDC depuis 1960 jusqu'à présent. D'accord. Alors, je vais commencer par Jean-Louis. Ma question... D'accord, ok. Donc je vais d'abord les prendre vu qu'ils sont là, surtout Aïcha depuis un moment. Donc je vais prendre Aïcha Dramé. Alors je voudrais que... Aïcha, tu m'entends? Oui, je vous entends. D'accord. Alors j'aimerais que vous vous présentiez devant le public et j'aimerais que vous dites aussi ce que vous faisiez et quelle est votre contribution dans cette thématique. D'accord, merci pour la parole. Je suis Aïcha Dramé, du Darwaza de Lubumbashi. Le centre Darwaza est un espace contemporain divisé à Lubumbashi depuis 2010
Et sa mission est de soutenir la création artistique, les projets interdisciplinaires et le partage de savoir à travers des expositions, des publications et des initiatives culturelles. Nous accompagnons également les artistes et collectifs engagés sur les questions sociales. Et que, voilà, notre rôle dans cette question, pardon, Oui, oui, allez-y. oui, je disais, notre rôle dans cette question consiste surtout à préparer les communautés sources à se réapproprier du patrimoine sur le plan symbolique, culturel et intellectuel. Voilà, c'est un peu ça notre rôle dans ce sujet. Donc vous, c'est sur le plan intellectuel. Et culturel. Intellectuel et culturel. Ok, d'accord. Donc vous êtes un petit peu dans la même, dans les mêmes objectifs que Maman Nicole Sapato alors. Exactement, et sur plusieurs initiatives, nous travaillons en collaboration avec le Musée national de Lubumbashi. Ok, d'accord. Ok, merci. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne? Alors, professeur Numbi, vous m'entendez? Professeur, vous m'entendez? Professeur Numbi? Allumez votre micro. Professeur Numbi, vous m'entendez? Non, il ne m'entend pas. Vous ne m'entendez pas? Le micro est coupé, professeur Numbi. Non. Il faut lui envoyer un message. Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous a appelé. Donc, j'aimerais que vous vous présentiez. Vous dites qui êtes-vous exactement et quelle est votre contribution dans ce problème, dans cette thématique? Bon, enfin, je m'appelle Moundi Kanyepa. Je suis professeur à l'université de Lubumbashi, au département de sociologie. Ma contribution à cette étude sur la conservation à la restitution réside dans ce que, bon, je vais parler des recommandations pour faciliter le rapatriement des œuvres d'art volées et des restes humains. Et comme je suis concerné par le cas du crâne du chef Singa, je vais plus m'appesantir sur ce cas. C'est ça ma contribution. Ok, d'accord. Donc, je vais reprendre avec les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, vous êtes logiquement en première ligne dans ce qui se passe. Parce que le travail de Maman Nicole Sapato, c'est logiquement le travail des chefs coutumiers. Les relations humaines, aller informer la population, des aliénés, l'aider à comprendre aussi. Parce qu'on a l'impression quelquefois que les chefs coutumiers sont un petit peu des missionnaires de la question. Des fois on les cherche, on les appelle, on les informe, mais on ne les voit pas et on ne comprend pas au fait très bien la position réelle des chefs coutumiers. Alors, vous représentez l'Alliance des chefs coutumiers à Kinshasa. Alors j'aimerais savoir quelle est la pensée des chefs coutumiers sur les dépouilles humaines. Est-ce que pour eux, parce que j'ai cru entendre chez certains chefs coutumiers, ils se disent « Ah, l'esprit, il n'est pas là-bas, l'esprit est ici. Là-bas, ce sont seulement des restes, mais l'esprit est ici. » Je dis « Ah bon? Peut-être que ces chefs-là ne font pas partie de votre alliance. C'est possible, hein, parce que tout le monde ne fait pas partie de l'ANATC.
Mais moi, j'aimerais connaître la pensée de l'ANATC. Pour l'ANATC, les dépouilles mortelles doivent être inhumées conformément aux traditions. Et donc, la restitution de ces dépouilles mortelles, c'est quelque chose de très important pour l'ANATC. Et dans nos traditions, lorsque le processus de deuil n'a pas été fait conformément à nos coutumes, on considère les âmes de défunts comme des âmes errantes. Et ça constitue aussi un danger pour nos communautés parce que nous considérons que ce sont nos parents, nos grands-parents dont les âmes ne sont pas en paix tant que le processus d'inhumation n'a pas été fait conformément à nos traditions. Et est-ce qu'au sein de l'ANATC, est-ce que vous parlez de ces dépouilles? Est-ce qu'il y a déjà eu des réunions où vous statuez? Quelle est votre contribution, même au niveau des ministères ou au niveau de l'État? Quelle est votre contribution? Oui, ces débats, on l'a déjà mené à l'ANATC à plusieurs reprises, mais l'ANATC n'a pas assez de marge de manœuvre parce que nous dépendons surtout du gouvernement congolais. Les chefs traditionnels n'ont pas le pouvoir en entier comme c'était avant la colonisation. Et leur souhait, c'est le retour de ces restes, donc de ces dépouilles, mais ces retours doivent être faits avec l'accompagnement du gouvernement. Donc vous regardez plus le gouvernement, vous espérez plus que le gouvernement s'implique plus dedans, mais vous-même en tant que pouvoir traditionnel, est-ce que vous allez sur le terrain pour aller voir ces populations, pour leur expliquer et pour leur informer, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas que leurs grands-parents se trouvent ici. Il y en a même qui ne savent même pas qu'on a déterré leurs grands-parents, d'autres qui ne savent même pas que leurs grands-parents ont eu la tête coupée. Oui, à ce niveau-là, il y a déjà une sensibilisation, mais comme l'ont souligné certains intervenants qui sont passés avant, il y a un problème aussi avec la religion, il y a une diabolisation de nos ancêtres et il y a un grand travail à faire. Au niveau des chefs traditionnels, c'est encore le bastion qui préserve la tradition et qui respecte la tradition et qui n'a pas été influencé avec la christianisation de la société ou l'islamisation. On débat et on souhaite les retours de ces dépouilles et on fait déjà un travail de sensibilisation au niveau de communautés pour ces retours. Donc il y a ce travail qui est déjà fait et je ne pense pas qu'on doit attendre à ce que tout le monde soit d'accord parce que les autorités traditionnelles représentent déjà leur communauté. Et ces autorités sont d'accord pour les retours de ces dépouilles. Et après, s'il y aura un travail de sensibilisation auprès de la population en général, ce travail va continuer à se faire, mais les chefs traditionnels sont prêts à recevoir les dépouilles. Ok, d'accord, merci Jean-Louis. Maintenant, je vais me tourner vers Brenda. Alors, Brenda, toi, tu défends la femme. C'est très important parce que la femme, c'est la matrice de tout. C'est le Nil, c'est l'énergie créatrice. La femme est le pilier dans ce monde. Et en RDC, la femme, elle est réduite à un reste. La femme n'a pas beaucoup de valeur. La femme est minimisée, elle est même chosifiée d'ailleurs. J'ai même entendu quelque part qu'on appelle la RDC la capitale du viol. Alors, la femme, elle a un rôle éducatif aussi. Hein.
Et ton association va dans ce sens-là pour éduquer aussi. Alors, en tant que coprésidente de l'association Moissy, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous entreprenez déjà sur le terrain pour éduquer ces enfants et même ces femmes et ces hommes qui n'ont aucune connaissance de leur histoire, qui ne savent pas d'où il vient et encore moins où est-ce qu'ils vont? Merci beaucoup, Maman Letty. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que Moissy, c'est une ASBL qui est avant tout active ici en Belgique plus qu'au Congo, mais que ma mère et moi-même faisons souvent des descentes au pays. Et quand on est au pays, ce qu'on constate malheureusement, c'est que le Congolais est vraiment complètement déconnecté de son histoire. Vraiment, c'est quelque chose de très lointain qui n'est pas du tout enseigné, et également de sa spiritualité ancestrale. Donc le travail, il est à faire en amont. Il faut vraiment aller parler aux plus jeunes, aux enfants, et ça malheureusement c'est une mission qu'on n'a pas encore pu mettre en place au pays, mais c'est dans nos plans. Par contre, ici en Belgique, on est très actif sur la question. Donc on organise souvent des événements où donc on parle du sujet. Donc on travaille particulièrement sur la question des viols comme arme de guerre, parce qu'on fait beaucoup de plaidoyer pour la paix dans l'Est de la RDC. Et puis une activité qu'on organise au moins 2 fois par mois et qui est vraiment adressée à la jeunesse et à la diaspora, c'est des visites guidées critiques du musée de l'Afrique, où justement on vient raconter cette histoire. Et pendant cette visite, par exemple, un fait que je cite très souvent, c'est moi ce que je considère comme les actes diaboliques posés par les Belges quand ils décidaient d'arracher des têtes à nos ancêtres. Moi, je parle toujours avec beaucoup de force de diabolicisme. Ils sont venus nous apporter la religion chrétienne, la charité bien ordonnée, mais ils ont fait ça tout en nous coupant la tête. Imaginez qu'on arrache la tête de votre grand-père et qu'on vous laisse juste le corps si on vous le laisse. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose sur lequel je tenais à insister, et ce sur quoi on vient souvent insister pendant les visites, c'est de vraiment décrire en fait la violence avec laquelle la Belgique a colonisé le Congo. C'est vraiment une violence qui est particulière. Après avoir arraché les têtes, ils se sont mis à arracher les mains. Et c'est cette violence qui est le terreau, qui a été le terreau de la violence actuelle qui se répand dans la RDC, et en particulier dans l'Est de la RDC, où la femme est martyrisée, où les enfants sont martyrisés, où le viol est utilisé comme arme de guerre. Donc quand on parle de nos ancêtres et de leurs restes, je n'aime pas le mot reste, désolée, moi je parlerai toujours d'ancêtres, pas de patrimoine, pas de collection, je trouve ça un peu inapproprié et déshumanisant, donc je parlerai toujours de nos ancêtres. Le fait que nos ancêtres aient été décapités, que des restes de leurs dépouilles aient été emmenés et soient gardés ici, le fait que nos ancêtres soient des âmes errantes qui ont souffert, le fait que nos ancêtres aient souffert d'une telle violence, c'est selon moi la raison pour laquelle la RDC est dans l'état dans lequel elle est. Au-delà du pillage des ressources, ce pillage, il a lieu dans une extrême violence, et c'est le résultat du sujet de discussion aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, la population actuelle, la mentalité de cette population, sa façon de voir les choses et les résultats de cette extrême violence, de ce qui s'est passé. Et donc, le viol, le massacre, parce que violer, c'est tuer quelqu'un. Le viol, les massacres des hommes, des femmes, des enfants, empêchent aussi la transmission de cette histoire aussi, quelque part. C'est ce que vous essayez de nous dire. Oui. Donc ça empêche la transmission de l'histoire. Je vais te laisser t'exprimer, t'inquiète. Je sais que c'est un sujet qui te tient vraiment à cœur. Et donc,
dénoncez. Vous dénoncez ouvertement un système qui aujourd'hui n'est peut-être pas aussi visible qu'avant, parce qu'avant c'était les fouets, hein, c'était les injures, matin, midi, soir, c'était les mains coupées, comme Lumumba l'a dit lui-même. Et aujourd'hui, ce même système, il est sous couvert de la religion. Alors, je dirais peut-être pas que c'est sous couvert de la religion, mais le fait que la religion chrétienne ait été imposée parfois dans la violence, parfois sans violence, permet un certain endormissement, selon beaucoup, de la population et un manque de remise en question par rapport à l'histoire coloniale. Alors que, je le répète, la violence actuelle que vit la population congolaise est un prolongement de la violence coloniale. Dans la violence coloniale belge, il y avait cette particularité de désacraliser les corps, de les détruire. Et c'est ce qu'on fait avec les viols comme arme de guerre. Je suis désolée, je fais un trigger warning, je vous préviens, je vais parler de choses terribles. Mais là encore très récemment, des photos ont circulé sur les réseaux de massacres commis par les ADF. Et on voyait sur une des photos une petite fille avec un tronc enfoncé entre les jambes. Donc il ne se limite pas à violer simplement les femmes et les enfants et les hommes, c'est même avec des objets que ces viols ont lieu. Et cette violence innommable, ce n'est qu'au Congo qu'on la voit. Et qu'est-ce qui a été particulier également au Congo? C'est cette violence coloniale. Donc, quand nous sommes ici avec Moissy ASBL pour parler de restes humains, de nos ancêtres, certains ne voient pas le lien avec la situation actuelle pour laquelle on plaide pour la paix. Mais il est là le lien. Il est là le lien. La désacralisation, la violence extrême envers les corps, qu'ils soient vivants ou morts, c'est une continuité de la violence coloniale belge. D'accord, merci Brenda. Alors je vais voir Marie-Laurence. Alors, vous êtes un docteur en droit international. Oh là là, ça, c'est pas facile. Mais, alors, moi j'ai vu Maxime Prévost dire que les droits humains sont dans l'ADN de la Belgique. Alors, je veux bien, hein, je veux bien. Alors, vous, en tant que docteur, vous travaillez dans le cabinet Marchand, donc l'avocat de la famille Lumumba. Alors, moi, je voudrais savoir, docteur, est-ce que quand vous allez au tribunal et que vous plaidez pour une cause noble telle que la réparation de l'histoire, est-ce que vous avez l'impression que vous plaidez pour des humains ou pour des animaux, je ne sais pas, des objets, je ne sais pas, mais parce que moi je veux bien, si on me dit que l'ADN est dans l'ADN des droits humains est dans l'ADN de la Belgique, ben ça veut dire que dans les tribunaux aussi, on doit retrouver cette humanité. Mais est-ce que tout autour du procès Lumumba, est-ce que vous avez eu l'impression de défendre des humains? Enfin, pour vous, oui, mais en face, le reflet d'en face, est-ce que vous vous êtes senti valorisé, compris, accepté? Comment ça s'est passé? Merci beaucoup pour votre question. Je suis arrivée assez tard dans le processus Lumumba, donc en 2021. Donc après la restitution des dépouilles, la restitution, je vais dire restitution ici, mais on va s'entendre que c'était une pure procédure pénale belge de main levée de saisie. C'était pas une restitution en tant que telle. Et je relisais ce matin les différents échanges qu'il y avait eu avec la juge, notamment sur la levée de cette dent saisie donc à Leuven. Et en fait, la juge au départ ne voulait pas rendre la dent.
La juge ne voulait pas, parce qu'elle disait qu'il était impossible de déterminer si la dent appartenait bien à Patrice Lumumba ou non, et que la famille devrait payer elle-même, ou en tout cas à ses frais, faire des analyses ADN pour prouver que la dent appartenait bien à la famille. Les choses ont changé, notamment avec Black Lives Matter aux États-Unis, où voilà, les avocats de la famille à l'époque ont réussi un peu à faire comprendre à la juge que dans les circonstances mondiales de l'époque, il serait peut-être mal vu de ne pas remettre la dent à la famille, ce qui a donc été fait. Mais donc voilà, je peux dire que et dans ce procès, et les réactions qu'on a eues à ce procès, je parle notamment de l'ordonnance de renvoi qu'on a eue en mars, et aussi quelques réactions qu'on a eues suite au décès d'Étienne Davignon ce lundi. Je ne crois pas que tout le monde croit qu'on défend des humains, non, malheureusement. Voilà. Alors, Nouk, vous faites partie des avocats qui défendent le dossier Lumumba. Alors nous ici, on est pour la restitution de nos ancêtres, donc on en a beaucoup ici, et nous battons pour le retour des nôtres. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez qu'on a des chances qu'un jour qu'ils puissent retourner avec une justice qui a l'ADN des droits humains? Je ne sais pas prévoir l'avenir, donc je ne vais pas me prononcer là-dessus. Je pense en tout cas que la solution doit être structurelle, donc il doit y avoir une loi. Je prends par exemple peut-être la loi qui a été adoptée en première lecture au Sénat français ce lundi sur le retour de dépouilles d'ancêtres guyanais qui sont décédés alors qu'ils étaient exposés dans des zoos humains, notamment à Paris. Donc une loi qui mettrait à charge de l'État français le retour pour des obsèques sur le territoire guyanais. Donc je pense que ce genre de solution structurelle serait vraiment la solution. Une solution aussi qui n'est pas à charge des individus, un peu comme on le voit avec la famille Lumumba ou avec les 5 enfants métis. Donc ça c'est vraiment des solutions individuelles mais qui mettent qui demandent beaucoup d'efforts de la part des victimes et des descendants et descendantes de victimes, qui demandent beaucoup d'investissement en temps, en argent souvent. Et ça, je crois que ce n'est pas une solution à long terme. Donc je pense que la solution est vraiment structurelle. Est-ce qu'il y a des moyens pour les individus en ce moment de pouvoir récupérer les dépouilles de leurs ancêtres et de les ramener au pays? Je crois que oui. Je pense que le droit pénal belge offre certaines possibilités. Mais encore une fois, c'est une solution un peu absurde, parce que ça ne devrait pas être aux descendants et descendantes de prendre en charge cela. D'accord. Parce que en fait, moi j'ai déjà écrit à la ministre Matz, qui est en charge de la question. Elle dit souvent « Ah oui, mais le Congo n'est pas demandeur » et son administration est occupée à écrire une loi sur la restitution des dépouilles. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'écrire une loi pour restituer ce qu'on a volé? Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. J'étais à Genève il y a quelques semaines au forum permanent pour les personnes de descendance africaine de l'ONU, où une grande partie des discussions tournait autour du fait que les solutions devaient peut-être dépasser le cadre interétatique et être plutôt soit de communauté à communauté ou de collectionneurs privés à communauté. Moi, j'ai tendance à croire un peu plus à cette solution-là pour une raison principale, c'est que le droit international, comme il a été écrit, est un droit qui a été colonial, un droit qui a été créé dans un esprit colonial. Et c'est parfois difficile de le faire évoluer parce que c'est des machines qui bougent très 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 doucement, même s'il y a des efforts. Voilà la dernière déclaration de l'Assemblée générale des Nations Unies de mars
sur l'esclavage. On voit les efforts de l'Union africaine sur les réparations, mais c'est quand même des choses qui ne sont pas imposables aux États encore. Et donc je pense vraiment que dans l'attente d'une solution structurelle, dans l'attente de ces négociations interétatiques, il faut peut-être passer par des chemins moins traditionnels. Et la restitution, excusez-moi je ne vais pas dire de m'acharner, de poser beaucoup de questions parce que je pense que la partie juridique est très importante sur ce dossier. Alors, dans le dossier Lumumba, est-ce qu'il y a eu réparation? Non, il n'y a pas eu réparation. Donc, on a juste donné la dent, elle est rentrée. Et est-ce que vous comptez demander des réparations? Donc, en fait, avec le décès d'Étienne Davignon ce lundi, ça a signé la fin de l'action publique et donc du procès pénal. Donc, il n'y aura pas de réponse pénale pour l'assassinat de Lumumba et de ses deux acolytes, Mbolo et Okitu. Par contre, la famille et l'équipe d'avocats a annoncé ce lundi aussi qu'on allait maintenant déposer une action civile contre l'État belge, comme cela a été fait pour les enfants métis. Il faut comprendre par contre que la famille ne souhaite pas de réparation financière, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est plutôt d'abord une réparation symbolique, une réparation en termes de reconnaissance des faits, une reconnaissance de responsabilité et non nécessairement une reconnaissance financière. Merci. Alors là, c'est une question pour Aïcha Dramé. Vous m'entendez? Allô, Aïcha Dramé? Oui, je vous entends. D'accord. Alors, j'ai une question pour vous. Donc, en tant que directrice du Centre d'art Waza, quelles sont les initiatives culturelles prises à Lubumbashi pour faciliter la réappropriation des objets, des dépouilles ancestrales par les communautés locales et quel est le rôle des artistes? Ok. Déjà, je voudrais bien préciser qu'au Centre d'art Waza, la restitution ou la réappropriation du patrimoine de retour d'objets symboliques. Nous voyons plus comment les communautés vont se réapproprier de leur histoire et leur culture. Et c'est dans cette perspective-là que, en collaboration avec le Musée national de Lubumbashi et l'université nous avons mis en place d'abord les journées culturelles. Les journées culturelles, c'est un espace qui réunit souvent les communautés et où nous abordons des sujets comme la restitution, la réappropriation de la mémoire. Hormis ça, nous avons aussi, je sais partager un PowerPoint, je ne sais pas si il y a des qui peuvent passer. Voilà, nous avons mis en place aussi les tables rondes. Les tables rondes, c'est un espace aussi qui rassemble les artistes, les communautés locales, les chercheurs, en tout cas plusieurs catégories de personnes, où nous abordons souvent le sujet de la restitution en profondeur. On se dit c'est quoi vraiment la restitution, qu'est-ce qu'on fait pour la restitution. Et hormis ça, nous avons plusieurs autres initiatives, notamment avec la coopération belge ENABEL. Nous travaillons sur la sensibilisation cette fois-ci aux jeunes qui est destinée aux jeunes de 12 à 18 ans. Nous avons par exemple fait une tournée scolaire. Nous avons fait une tournée scolaire du secteur de Lionel Géant. C'est une pièce éducative qui aborde les sujets de la restitution et de la mémoire. Voilà, il y a d'autres
d'autres initiatives qui ont été prises comme la production de la bande dessinée qui parle de Lusinga. Nous avons Pardon, nous avons déjà eu d'autres activités comme la projection des films suivi des discussions qui parlent toujours autour de la restitution comme l'année dernière, on a projeté le film de l'activiste Magoulou, si je ne me trompe pas de nom, et ça a été suivi d'une discussion entre les participants qui étaient là. C'était vraiment très intéressant. Nous avons déjà projeté un autre film en collaboration avec Open Restitution Africa, le film Restitution 101. Et voilà, comme ça, comme nous travaillons avec les artistes, nous avons déjà été en résidence avec un artiste, Marcel Monda, qui a produit des œuvres autour de la culture Emba et Songé. Voilà, je pense que nous avons plusieurs initiatives. Si ça pouvait passer à l'écran, ça allait vous donner une idée de ce qu'on a déjà fait. Voilà, c'est un peu ça en gros ce que nous avons déjà fait. Et nous continuons à faire la sensibilisation surtout. Merci Aïcha. Bravo le Mumbashi, parce que je vois que vous êtes beaucoup dans la sensibilisation des populations. Vous faites un grand travail de pédagogie. Bravo Aïcha, bravo Maman Nicole. Donc c'est vraiment très bien, parce que je pense que ça commence aussi par là. La réappropriation, ce n'est pas seulement le retour, hein, c'est aussi l'acceptation de soi-même. Et bravo à Lumumbashi. Alors maintenant, on va se tourner vers Fernand Numbi. Alors, vous avez dit tantôt que vous étiez plus dans les recommandations. Alors, moi, j'aimerais savoir que nous recommandez-vous pour la restitution des dépouilles qui se trouvent ici à Bruxelles. Merci pour la question, mais enfin, pour commencer d'abord, je pensais que j'allais intervenir avec un exposé, où j'allais exposer l'essentiel des recommandations. Je ne pensais pas que ce serait directement le débat. À cela ne tienne, bon, vous voulez savoir qu'est-ce que nous recommandons? D'abord, les recommandations sont de deux ordres. Il y a des recommandations politiques en amont. Ces recommandations-là, c'est quoi? C'est en fait des démarches diplomatiques qui doivent être entamées au niveau des ambassades. Comme je vous avais dit au début, je suis plus centré sur le cas du crâne et de Lusinga, parce que je suis de la communauté et même de la grande famille du chef. Bon, il y a doivent être pris. Il y a aussi des démarches en aval, des démarches en puissance dans le sens où, avant toute chose, je crois que ceux qui sont intervenus avant moi ont parlé des demandes de restitution qui doivent être formulées en bonne et due forme. Effectivement, ça c'est une démarche très importante. Ces demandes-là de restitution, c'est le fait de la famille biologique et la vraie famille de la communauté Tabwa de Moba, et même cela doit être appuyé par quoi? Ça doit être appuyé par l'association socio-culturelle
dénommée Bumvano Babatabwa. Donc ces entités-là, si elles se mettent ensemble pour réclamer la restitution, ça peut faciliter des choses. Et avant ça, l'acteur qui est mobilisé pour ça, qui est l'université de Lubumbashi, qui représente les autres universités comme l'université de Genève, l'université de Bruxelles, etc. L'université doit prendre des contacts avec les administrations, l'administration provinciale du Tanganyika, l'administration du territoire de Moba, et dans toute cette prise de contact-là, on ne doit pas omettre le chef coutumier. Donc il y a le grand chef coutumier Kansabala qui doit être mis en copie de tout. Évidemment, pour ce qui est de, si j'avais fait un exposé suivi, j'aurais marqué aussi un point, le fait que lors de la décapitation de notre ancêtre, le chef Kusinga, il y a eu une sorte de bouleversement institutionnel, traditionnel. En quel sens? Dans le sens que Lusinga, c'était un grand roi. Il régnait sur des vastes étendues de territoires au sud plutôt au nord du Katanga. Mais après sa décapitation, qu'est-ce qui est arrivé? Il fallait le remplacer par quelqu'un. Le capitaine Storms de l'époque prendra un cousin de Lusinga, qui était en fait une sorte de rival, le chef Kansabala, qu'il va ériger en grand chef. Et cet ordre est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc Kansabala, c'est resté une grande chefferie, et Lusinga a été réduit en un petit village insignifiant, mais évidemment, dans la réparation, parce que nous avons entendu parler de réparation, il faudrait peut-être restaurer, mais pas restaurer Lusinga comme grand chef, mais restaurer quand même la contrée, où va reposer le chef, parce qu'il y aura un mausolée qu'on va construire, il y aura des petites infrastructures qu'on va construire, ce sera une sorte de réparation dans ce sens-là. Voilà un peu des recommandations que je ramasse par-ci par-là. Merci. Merci à vous. Alors là, je reviendrai vers Brenda. Alors, en ce qui concerne le retour des ancêtres, qu'est-ce que la Fondation Moissy pense? Parce que ici, on a beaucoup entendu la communauté de Lusinga. Il faudra faire vite parce qu'on court vers le temps. Ce sont des recommandations que je ramasse par-ci par-là. Merci. On parle de mausolée, on parle de retour, on parle de chefferie, on parle d'être... Microphone. Microphone. Ici, il n'y a pas de Lusinga, il y a beaucoup de communautés ici. Alors, vous, en tant que cofondatrice de la Fondation Moissy, vous défendez les valeurs de la femme. Les valeurs de la femme sont aussi éducatives aussi. Alors vous, en tant qu'est-ce que vous pensez de toutes ces communautés qui veulent retrouver leurs ancêtres chez eux dans leur région? Plus rien. Alors, Nous n'entendons plus rien. c'est bon? Ok. Alors, pour aller droit au but, mais rester impactante et du coup aller dans l'entièreté quand même du propos. Alors nous, ce qu'on recommande, et c'est pas une recommandation que Moissy ASBL fait seule, c'est une proposition qui est partagée par d'autres associations, par d'autres individus, par exemple par Afrique Hope. L'idée, déjà, nous, on ressent une urgence dans le retour de ces ancêtres. Ça fait trop longtemps que ça dure.
Et grâce à Maman Letty, grâce à Afrique Haute, on a déjà pu avoir un grand événement l'année passée où on a pu honorer les ancêtres. Aujourd'hui, cette année, on a cette journée d'études, mais il y a vraiment une urgence d'avancer dans ce processus. On a vu à Genève, ça a été très vite. Nous, on aimerait aussi que ça puisse aller au plus vite possible. La première étape, bien sûr, c'est la demande du gouvernement, mais ensuite, pour qu'on puisse mettre en œuvre la révolution, il faut qu'on puisse penser une solution globale. Et la solution globale qu'on propose, c'est un lieu mémoriel national dans la capitale afin de faciliter et d'accélérer le retour des ancêtres, en particulier pour les ancêtres non identifiés, car beaucoup de ces restes humains, beaucoup de nos ancêtres ne sont pas identifiés. Et l'autre point important, c'est quand il y a certaines sensibilités communautaires qui font que, même au sein d'une communauté, mais même au sein de différents descendants de famille, il y a certains désaccords sur ce qu'il convient de faire avec les ancêtres qui seront de retour. Donc la proposition de lieu mémoriel national dans la capitale n'a pas pour objectif d'effacer les identités locales ou les demandes spécifiques des communautés concernées. Certaines communautés, comme les Batabois dont on a discuté, dans le cas du chef Lusinga, donc, il y a eu on en a déjà discuté aujourd'hui, il y a eu des recommandations, il y a des propositions. On peut, dans ce cas précis, aller dans ce sens-là. Mais pour le reste, il est important de rappeler que le Congo est une terre de brassage et de circulation entre les peuples. Les ancêtres non identifiés, et même ceux identifiés, peuvent donc être considérés comme les ancêtres de l'ensemble du peuple congolais. Leur histoire est devenue avec le temps une histoire nationale et puis une histoire de tribu ou de région. Je pense qu'il est essentiel que ces décisions liées au rapatriement soient prises de manière participative avec les communautés concernées, les autorités, les chercheurs, etc. Et c'est ce que les interventions d'aujourd'hui montrent. Et donc, il est nécessaire de construire rapidement un cadre national et éthique afin d'éviter les blocages administratifs et les tensions entre institutions et communautés. C'est pour ça que la proposition, dans cette perspective, elle émerge comme l'idée d'un Kalunga Congo, Kalunga signifiant, dans les traditions Congo, le portail vers le monde des ancêtres. Donc ce serait le nom proposé pour ce mémorial national dans la capitale. Et donc Kalunga Congo ne serait donc pas seulement un lieu d'inhumation, mais ce serait également un espace national de mémoire, de transmission et de continuité. Un lieu permettant de reconnaître que ces ancêtres, arrachés à leur terre pendant des décennies, demeurent pleinement présents dans la mémoire collective de l'entièreté du peuple congolais. Les rassembler dans un même lieu ne signifie pas effacer les histoires locales, mais de reconnaître qu'au-delà de nos différences, nous partageons une même blessure historique et une même responsabilité de mémoire. Kalunga Congo pourrait ainsi devenir une véritable sentinelle de la mémoire, de la dignité et de l'unité nationale congolaise. Parce qu'un peuple qui honore ses ancêtres renforce aussi sa mémoire, sa dignité et son avenir collectif. Merci Brenda. Alors, on va faire le temps, donc il est 24. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, ça serait important qu'il puisse y avoir, je ne sais pas, Yasmine, faire passer le micro. En fait, ce n'est pas une question, c'est juste une contribution par rapport à l'exposé de Brenda. Et je voulais dire qu'il existe actuellement un Fonds national de réparation des victimes en RDC, qu'on appelle FONAREV, mais qui est limité dans son mandat. Il s'occupe de victimes qui ont été constituées à partir de 1993 par rapport aux guerres civiles que la RDC a connues depuis 1993 jusqu'à ces jours. Et il travaille beaucoup sur les projets de lieux de mémoire, sur les projets éducatifs et beaucoup de projets. En termes de recommandations, demander que ces fonds soient élargis aux victimes de l'époque coloniale ou précoloniale, peut-être ça pourrait, parce que le fonds est déjà très opérationnel, il est piloté par la présidence de la République et il a beaucoup de moyens financiers, il fonctionne régulièrement. Voilà, merci. Moi, c'est une question pour Marie-Laurence et Bernard Beck. Vous avez parlé de
également, vous parliez de la possibilité de faire ça de manière privée en fait. Est-ce que vous connaissez des exemples concrets de collections qui ont déjà été restituées de manière privée? Comment est-ce que ça peut être financé aussi? Parce que moi je me pose un peu la question de si la société civile se retrouve en possession d'une collection qui peut être restituée, mais doit financer ça et passe par des subventions publiques. Alors là, on se retrouve encore dans un pôle de est-ce que si on arrive à faire ça, ça va pouvoir donner aussi une espèce de cadre de jurisprudence politique pour pouvoir ouvrir la restitution en forme Patrick Nosoubaluti, pas vraiment une question, mais je rejoins Madame Ondiba. Quand vous avez souligné, vous avez fait le lien entre ce qui s'est passé il y a 100 ans, la colonisation, et ce qui se passe actuellement. Je suis d'accord avec vous, mais dans les deux cas, il faut savoir que s'il y a ces crimes-là ou la répétition, c'est parce qu'il n'y a pas eu de justice. Donc, alors, mettons, on demande le rapatriement, tout ça, depuis. Ce qui s'est passé, le professeur vient de le dire, depuis 30 ans ici, il y a des fosses communes dans la région est de notre pays. Il faut une exhumation aussi des fosses communes pour que ces gens-là soient inhumés dignement. Donc, on va encore 100 ans pour demander aux descendants la réparation, alors que la réparation, il y a le FONAREF, c'est une belle initiative, mais il faut la vérité, c'est ce que les gens, les populations de l'Est de notre pays attendent, une paix durable. Et une paix durable ne peut arriver qu'avec la vérité, la justice, réparation et une garantie des non-répétitions. Donc, tant qu'il n'y a pas de justice, il y a cette répétition. Donc, c'est très important que la justice, la vérité soit mise en avant pour une répétition. D'accord. Alors, la question sur la réparation, c'était la question pour... c'était pour toi, Je vois encore deux mains levées dans la discussion, dans le chat. Est-ce qu'on peut les prendre? il y a beaucoup de questions, après on se perd un petit peu. Oui, il y avait une question. Je peux répondre rapidement. Donc, moi, j'ai pas de précédent, en tout cas, que je connais en Belgique, de restitution de collections privées, par exemple. Le seul exemple que j'ai vraiment, c'est celui de la dépouille de Lumumba, où en fait, donc j'imagine que tout le monde connaît un peu l'histoire, mais donc le policier qui a été responsable du démembrement et de la disparition du corps a gardé 2 dents et 2 doigts. Il a annoncé très fièrement à la télé allemande dans les années 90 ou début 2000, je ne sais plus trop, mais en disant ensuite au sociologue Ludo De Witt qu'il avait jeté les dents dans la mer, donc ses dents n'existaient plus. En 2016, la fille de Gérard Sout, un peu prise de remords, annonce qu'elle a retrouvé la dent. Et tout de suite, Ludo De Witt va déposer une plainte pour recel de cadavre. Donc le recel de cadavre, c'est quoi? C'est en fait de détenir ou de dissimuler un cadavre, une partie d'une personne décédée de la suite d'un crime. Donc dans ce cas-ci, il n'y avait pas de question là-dessus. Donc on était bien en présence d'un recel de cadavre. Il y a bien sûr des questions de prescription dans lesquelles je n'entrerai pas, mais en fait, ce n'est pas un problème. L'autre solution, particulièrement pour les dépouilles détenues par des musées ou par des collections privées,
c'est celle du blanchiment. Le blanchiment, c'est quoi? C'est de profiter d'avantages patrimoniaux qui résultent d'un crime. Donc ça, c'est l'autre chose. Donc voilà, il y a quand même quelques hypothèses de travail pour disons, prendre contrôle sur ces dépouilles. Mais il n'y a pas de précédent en tant que tel, parce que finalement, même là-dedans, en fait, ça n'a pas été suite à la plainte de Ludovic de Witt, ça a été des procédures plus tard. Quid du financement de ces actions? C'est ce que je disais tantôt, donc en fait, tant que c'est des actions individuelles, c'est difficile de trouver un financement. Bien sûr, il pourra y avoir des réparations plus tard dans la procédure, mais en tout cas, pour donner un élan, disons, à ces financements, il faut trouver soit des mécènes ou des avocats qui veulent bien travailler gratuitement. Et ensuite, est-ce que ça ferait précédent? En tout cas, on le voit avec l'affaire Lumumba et avec l'affaire d'enfants métis. Plus il y a de procédures, plus c'est facile de faire avancer les choses. Donc ça, je pense que oui, il faut commencer quelque part. Ça a pris 15 ans pour Lumumba et ça prendra peut-être 15 ans aussi, mais voilà, il faut toujours commencer quelque part. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a encore d'autres questions? En ligne? D'abord Martin, puis Billy, puis Georges. Ok, il faut avancer parce que là, on a déjà dépassé un petit peu de 2 minutes. Oui. Alors, on va prendre quelqu'un en ligne. Martin? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, très bien. Je vais faire court, mais c'est pour continuer sur la question des procédures pénales et en fait revenir sur les recommandations qu'a eu le bonheur de nous donner le professeur Noubi Kanyiepa. Je me souviens que c'est des recommandations qu'il avait déjà faites en février 2019. Et donc, je voudrais juste insister sur ce point par rapport au dossier de Zinga. C'est que donc il y a un certain nombre de recommandations, un certain nombre de travaux, un certain nombre d'enquêtes qui sont faites, mais il semble que l'enjeu de la restitution ne se pose pas ou reste figé. Et est-ce que c'est pas finalement la procédure pénale qui arriverait à ouvrir quelque chose? Parce que février 2019, ça date déjà d'il y a un peu. Il est fort probable qu'on se retrouve en février 2035 à avoir le même débat. Donc je me demande si à un moment, la procédure pénale n'est pas le seul levier pour que quelque chose se passe. Je vous remercie. Oui, merci. La première question, je l'adresse à Madame la juriste, constituée de toutes les œuvres d'art qui se trouvent ici, qui ont des origines diverses. Certaines ont été amenées par des prêtres, d'autres ont été amenées par des agents coloniaux, etc. Quelle est la procédure, selon vous, qui peut permettre à l'État congolais de réclamer la restitution de ces œuvres différentes parce qu'elles ont été amenées par des personnes différentes pour rentrer en possession de ces œuvres? Ça, c'est la première question qui vous est adressée. La deuxième question, je l'adresse à Madame Ondimba. Lorsqu'elle établit un lien entre la violence de l'époque coloniale et la violence qui se passe aujourd'hui au Congo, je crois que depuis l'époque coloniale, il s'est passé quand même 60 ans. Et qu'il faudrait peut-être chercher la responsabilité aussi ailleurs. Si pour vous pouvez peut-être être un peu plus précise de ce côté-là, je crois que vous permettrez peut-être de décanter la situation afin
afin qu'on ne puisse pas toujours, comment on dit, faire porter la responsabilité de nos échecs aujourd'hui sur le dos des autres. En ce qui concerne maintenant, c'est peut-être ma troisième question, il y a le directeur, je crois, de cabinet adjoint du ministre de la Culture qui est là. Le problème des musées est tellement important qu'on a l'impression qu'au Congo, le musée ne représente rien. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai entendu la dame du musée de Lubumbashi dire que la toiture sointait. Le problème est loin d'être quelque chose de si léger. À ce qu'on dise, la culture, c'est la musique. Alors que la musique, au Congo, n'est qu'une infime partie de la culture. Je suis en train de me poser des questions. Ce musée-là, il fonctionne comment? Ce musée-là, il fonctionne avec un argent. Et on aurait pu se poser des questions. Les pays de l'Afrique, je crois de l'Ouest, ont vu certaines de leurs œuvres en train d'être rétablies. Est-ce que la République démocratique du Congo ne peut pas demander l'expertise des pays de l'Afrique de l'Ouest pour voir dans quelle mesure ces œuvres-là peuvent leur être rétablies? Je m'arrête là, je vous remercie. Merci. Merci. On va d'abord commencer par la juriste pour qu'elle puisse... Oui, je vais répondre très brièvement. En fait, c'est le problème. En ce moment, il n'y a pas de base juridique en droit international pour qu'un État anciennement colonisé puisse demander à une ancienne puissance colonisatrice des réparations ou des restitutions. Donc voilà, il n'y a pas de base juridique pour le moment. Ça viendra peut-être, mais il n'y en a pas. Je suis d'accord, je pense que voilà, parfois, même si je ne suis pas toujours en faveur du pénal, je pense que parfois c'est la seule manière de faire levier. Donc voilà, je suis d'accord avec la proposition. Alors pour répondre à la deuxième question de monsieur, je suis totalement d'accord qu'on a tendance, enfin certaines personnes ont tendance à mettre tous les mots actuels du Congo sur les mots de la colonisation et ce n'est pas une bonne chose à faire et ce n'est pas ce que j'ai fait. Moi, ce que j'ai expliqué, c'est la continuité de la violence innommable qui est très particulière au cas du Congo. Cette continuité, on peut la voir entre la période coloniale et la situation actuelle. Et maintenant, l'agresseur principal, qui est le Rwanda, donc il y a ce point d'histoire que je n'ai pas cité parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venue pour parler de la guerre dans l'Est, mais je vais juste quand même faire un petit mot sur le Rwanda. Donc le Rwanda est devenu un protectorat et entre guillemets du coup une colonie du Congo après la Première Guerre mondiale. Donc cette violence belge, les Rwandais l'ont connue aussi. Et c'est cette violence belge, cette violence coloniale belge qui a mené au massacre du génocide de 94. Parce qu'il y a eu de nombreux massacres entre les Hutus et les Tutsis avant cette période-là. Mais l'amplitude, la gravité du génocide de 94, elle est le fruit d'une haine entretenue par les Belges entre les Hutus et les Tutsis. Donc à nouveau, on voit que c'est la violence belge qui mène au grand malheur des Rwandais et des Congolais. Donc voilà pour fermer la parenthèse. J'espère que j'ai répondu à votre question. Maintenant, c'est fini. On ne peut plus prendre de questions. Alors, je vais bientôt demander au prof Nganzi le mot de la clôture, mais avant ça, je sais qu'elle n'aime pas ça, mais je dois le faire. Alors, c'est vrai que nous sommes plusieurs à organiser ça, même si je suis l'initiatrice, mais il y a une petite femme qui est petite, mais avec un gant de fer, qui a permis à ce que tout puisse être réalisé, et vous ne la voyez pas parce qu'elle est invisible, elle est là partout.
Alors, j'aimerais remercier Yasmina Ziane. Sans elle, on n'aurait pas pu, elle était derrière tout le monde, les mails, toutes les invitations, c'est elle. Donc, il faut remercier. Hein. Chacun a son boulot ici et elle, c'est l'organisation. Voilà.